راهو جاي ناضوا زواولة خرج ولاد الشعب وخرج محمول الطابلة خزينة أبلة البلاد راها عاطلة المستقبل عدم وطالت بينا طايلة ضربتو التعليم برديتو الجيل وراها سايبة سوسيتي عايبة راه الثقافة غايبة شعبي صوتي في بوطي وانتو ما حاسبين تبقوا فيها خالدين ردمتونا في الحياة خليتو المتحاكمين ضحكتو علينا قاع لجنا سوقينا الاخرين مازال الناس من الجوع تموت وانتو ما ساهيين بولادكم لاهيين طلعتو الحيط في كنوب ديبان وراكم خبيين 1000 مليار في الريح مشات ومازال طامعين في البقرة حالبين قسمتو الغلة والبترول وراكم كملين علينا عافسين واليوم ما رانا ساكتين ما رانا خايفين جمهورية بغيناها شعبية ديمقراطية ما هي ملكية زوالك وتوكية من الكادر راه تقية رانا جينا طوفان خطونا يا بندية جمهورية بغيناها شعبية ديمقراطية ما هي ملكية زوالك وتوكية من الكادر راه تقية رانا جينا طوفان خطونا يا بندية الو 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 سيستم تسمح لي ولا راني نهضر وحدي غنقومني كيما مداري الو اسمعني مليح يا الشيات قلتلك في الرابعة غير نساني في خبزك انا ماني طامعة كليتو البلاد ديال الحركة واليوم راهي حابسة وبغيتو تزيدو الخامسة حسبتو الشبيبة ناسة خرجنا للزنقة نقولو خلاص وراكم خايفين من الفوضى حابين خسرتو وربحنا هاد المرة وماكم طالبين راكم حالفين تخلو البلاد في محنة كحلة وتبدو هاربين رانا شافيين ما رانا ناسين ما رانا مسامحين خدعتو التاريخ والطورة ومازال كاين شاهدين عليكم حاقدين وان شاء الله ترجع هاد البلاد وتعودوا خايبين جمهورية بغيناها شعبية ديمقراطية ما هي ملكية زوالك وتوكية من الكادر راه تقية رانا جينا طوفان خطونا يا بندية جمهورية بغيناها شعبية ديمقراطية ما هي ملكية زوالك وتوكية من الكادر راه تقية رانا جينا طوفان خطونا يا بندية جمهورية بغيناها شعبية ديمقراطية ما هي ملكية زوالك وتوكية من الكادر راه تقية رانا جينا طوفان خطونا يا بندية جمهورية بغيناها شعبية ديمقراطية ما هي ملكية زوالك وتوكية من الكادر راه تقية رانا جينا طوفان خطونا يا بندية Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Maralabia. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Je vais d'ores et déjà saluer mes invités sur le plateau. Hassan Herej, bonsoir, analyste politique. Vous êtes docteur en économie, écrivain aussi. Je rappelle que votre œuvre, vous rendez hommage à Slimane Azem, est toujours disponible. Hassan Herej, bonsoir. Bonsoir Chaban, bonsoir Abdelrahim, bonsoir à tous les téléspectateurs et bonsoir à votre équipe. Merci d'être là ce soir. Merci à tous les deux. Vous l'avez présenté. Abderrahim Moussaouer qui est présent avec nous aussi depuis 48 heures maintenant pour la couverture de ces 5 années autour du Hirak enseignant, militant politique. Bonsoir. Bonsoir Chaban, bonsoir de Hassan, les téléspectateurs d'El Magharibia, l'équipe technique et merci pour l'invitation. Merci infiniment à tous les deux. Au programme ce soir, bilan et perspective aussi, c'est le titre de l'émission. 5 ans après, quel avenir? Comment la révolution peut-elle se poursuivre? De quelle manière? Bien évidemment, on évoquera très rapidement, même si on l'a déjà fait, mais les acquis, puisqu'il en existe énormément. Et pour en parler, bien évidemment, qui dit perspective, dit aussi élite, personnalité, parti politique. Il est au RCD, secrétaire national chargé de la communication. Rachid Hassani, bonsoir. Bonsoir Chaban, bonsoir à tes invités, bonsoir à tous les auditeurs et téléspectateurs de Magharibia. Merci infiniment. Je vais commencer par vous, Rachid Hassani. Merci d'être avec nous. Vous vivez en Algérie. Vous êtes, je le disais, au RCD, un parti politique qu'on ne présente pas. On sait combien
le pouvoir algérien a tout de même eu du mal peut-être à comprendre au début, mais il a tout de même utilisé aussi d'une certaine manière le Hirak, surtout quand il a compris que le Hirak n'en découdrait pas, puisqu'il appelait déjà au départ à la démission d'Abdelaziz Bouteflika. C'est ce qui est arrivé donc en avril 2019. Aujourd'hui, on se rend compte tout de même qu'en 2024, 5 ans après, ce Hirak béni, Moubarak, dont en parlait le président Abdelmadjid Tebboune en 2021, c'est plus le cas aujourd'hui. Comment vous réagissez à peut-être à ce double jeu, à ce pouvoir qui surfe sur la vague du Hirak? Parfois on en parle et parfois on n'en parle plus. Bonsoir Chaban. En tout cas, nous, RCD, ça ne nous surprend pas. Ça ne nous surprend pas. C'est-à-dire que ce revirement par rapport donc, au Hirak qu'il disait béni au départ, nous savions dès le départ que c'était une chimère, nous savions dès le départ que c'était un stratagème pour juste absorber, aspirer les tensions de l'époque. Nous savons dès le départ que le pouvoir n'était pas pour accéder, n'était pas d'accord, il n'avait pas la volonté d'accéder aux doléances et aux aspirations des Algériens qui sont sortis en 2019. Donc, dès le départ, nous savions que le pouvoir était engouffré et était dans une démarche contre-révolutionnaire et complètement contre les revendications donc des Algériens de 2019. C'est là la situation. Il faut aussi de constater aujourd'hui, effectivement, que nous sommes encore là, que beaucoup de militants et détenus d'opinion sont encore détenus pour leur opinion politique. Le champ politique reste fermé, l'impasse politique reste entière et problématique pour l'Algérie, dangereuse même. Le champ médiatique est complètement fermé, les perspectives politiques sont moroses, le bilan économique est catastrophique, le bilan social est à la limite de l'explosion. Donc la problématique en 2019, posée en 2019, reste entière. La problématique politique, de l'impasse politique, de la légitimité, reste aujourd'hui donc entière 5 ans après. Sauf que il ne faut pas comprendre aussi le Hirak comme, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre les marches populaires comme Hirak. Le Hirak, en fait, est beaucoup plus important, beaucoup plus, je dirais, il a une ampleur beaucoup plus importante. Le Hirak, la révolution de 2019 ne se limitait pas aux marches. Donc, c'est un processus révolutionnaire. D'abord, c'est une résultante de toutes les révoltes populaires depuis 1962. Donc, c'est un ras-le-bol d'abord social, politique du peuple. Et puis, c'est une expression politique d'un profond désir de changement politique, d'un profond désir de changement exprimé par le peuple. Donc, il ne faut pas prendre l'image du Hirak comme Hirak, mais le Hirak, c'est une dynamique politique qui englobait en son sein, effectivement, y compris ces marches. Le Hirak continue. Le Hirak, c'est quoi? C'est une idée. C'est le désir des Algériens d'aller vers un état de Darwa. C'est le désir des Algériens de construire une alternative politique salvatrice pour mettre fin à un système politique moribond qui a fini par ruiner les richesses, les perspectives et l'espoir des Algériens depuis 1962. Donc Rachid Hassani, derrière cette définition effectivement du Hirak, il y a le peuple dans la rue, mais pas que. Tout de même, en Algérie, vous la sentez, cette effervescence, ce vase est toujours en ébullition. On sent tout de même, malgré effectivement que pour plusieurs raisons qu'on évoque depuis 3 jours, que le pouvoir s'est rapidement rendu compte que le Hirak était un fléau pour ses actions, donc a mis, voilà, on le sait, une ribambelle effectivement d'actions, notamment répressives pour faire taire le Hirak. Mais au pays aujourd'hui, vous sentez, vous, en tant que parti politique, que ça continue à germer tout de même, que ce mouvement, d'une certaine manière, il est encore là dans les esprits, dans la tête des Algériens et des Algériennes?
Oui, bien sûr, et j'en veux peu preuve le fait que la problématique de l'impasse politique reste entière aujourd'hui, parce que si le pouvoir arrivait à juguler la crise politique, si le pouvoir avait des solutions à la hauteur des aspirations exprimées par le peuple en 2019, peut-être que nous pourrions dire que une bonne partie des aspirations, le pouvoir aurait probablement aurait accédé, sinon le pouvoir avait accédé aux aspirations du peuple. Mais force est de constater aujourd'hui que la problématique reste entière, que le rejet du système reste entière, que les solutions proposées par le pouvoir en place sont les mêmes solutions qu'ils ont proposées depuis 1962. Qu'il n'y a pas de changement depuis 2019. Pire encore, les choses se sont empirées, notamment sur le plan des libertés politiques et des libertés, des libertés individuelles, collectives, syndicales et des libertés de la liberté d'expression. Donc, c'est pas en termes d'effervescence, peut-être que la lecture est difficile à faire, mais en tout cas, le malaise est là. Il y a un malaise certain, un malaise qu'on voit tous les jours. Et le fait que la crise politique reste entière aujourd'hui, ça veut dire que les causes qui ont été à l'origine de l'explosion de la révolte et du Hirak de 2019 sont encore là. Et plus encore, et sont encore exacerbées. Donc, on ne sait pas quelle issue nous aurons. Et nous espérons que la raison revienne, la sérénité revienne pour permettre justement l'ébauche de solutions politiques à travers un débat inclusif avec tous les Algériens, avec toutes les forces vives pour permettre enfin aux Algériens de discuter des problèmes qui sont les leurs et des solutions qu'ils proposeront pour leur avenir, pour l'Algérie et pour les enfants des Algériens. Voilà, donc pour l'instant, ce que nous espérons, c'est la raison, la sérénité. Nous espérons aussi, donc la confluence et le rassemblement le plus large des Algériens, des forces politiques, des syndicats, de toutes les forces vives, en vue de la construction de ce rapport de force politique pacifique que nous appelons de nos voeux et à qui nous nous attelons en tant que parti Rassemblement pour la culture et la démocratie RCD. Nous nous attelons justement à la construction de ce rapport de force qui est le seul à même de ramener ce pouvoir à reconsidérer ses options du tout sécuritaire, de ces options répressives et de bâillonnement des libertés, de toutes les libertés, qu'elles soient d'expression et politiques ou autres. On sent aujourd'hui qu'en Algérie, il y a plusieurs défis. D'abord, il y a les défis d'enjeux internationaux auxquels sont confrontés et doivent faire face plusieurs pays du monde et peut-être encore plus, notamment aux pays proches de l'Occident, de l'Europe. On rappelle que l'Algérie est à 50 minutes de Marseille, en passant par la Méditerranée. Donc voilà un défi qui attend les Algériens et le pouvoir algérien, c'est 2024. On sent tout de même une crise à l'intérieur du pouvoir au sein de cette élection qui devrait ou ne pas avoir lieu. Il y a déjà quelques personnalités politiques comme Ben Grina qui mettaient un point d'interrogation. Et puis il y a aussi ces enjeux et ces défis auxquels devra faire face l'Algérie. On sait que dans ces pays-là, dits États de droit et démocratiques, ces pays avancent avec leur peuple, avancent avec la confiance, en tout cas une grande partie de leur peuple. Aujourd'hui, le pouvoir algérien, par rapport à ça, est-ce qu'il se retrouve seul? Est-ce qu'il a été bousculé dans ses codes peut-être, ou la façon dont il voyait les choses ou les années à venir, 5 ans après? Est-ce qu'on peut dire que ce Hirak, justement, lui a mis des bâtons dans les roues, justement, peut-être pour faire face à ces défis? On imagine que 2024 sera un peu difficile pour le pouvoir, même si pour Abdelmadjid Tebboune, ces 4 années se sont très très bien passées à tous les niveaux. Je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez très très bien passé à tous les niveaux, mais en tout cas... En tout cas, c'est leur bilan. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est leur bilan.
il s'agit pour un dirigeant politique, pour un pouvoir politique, de répondre aux aspirations, de répondre aux exigences du peuple. C'est de répondre aux besoins du peuple. Force est de constater que le bilan aujourd'hui est catastrophique à tous les niveaux, mais en tout cas la tension est palpable, le malaise est palpable au sein du pouvoir, au sein des clients du pouvoir et au sein de la société, de pans entiers dans la société. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'un pouvoir tranquille de légitimité ne peut pas aller loin, ne peut pas avoir la sérénité nécessaire, les coups de franche pour mener des politiques publiques sur le plan politique, sur le plan syndical, plutôt économique, sur le plan social. Mais il ne peut pas les mener. De toutes les manières, les dangers qui guettent l'Algérie à nos frontières, les malaises géopolitiques aujourd'hui, les bouleversements géopolitiques à nos frontières, justement, doivent nous pousser à bien réfléchir, doivent nous pousser justement à essayer d'associer le peuple pour que nous puissions répondre de la manière la plus correcte et la manière la plus idoine pour contenir justement ces dangers à nos frontières. Et ce n'est pas en contournant le peuple, ce n'est pas en ignorant le peuple, ce n'est pas en muselant la presse, ce n'est pas en muselant les forces politiques qu'on peut arriver justement à juguler ces dangers qui guettent le pays à nos frontières. La solution aujourd'hui, c'est d'abord la volonté du pouvoir, d'abord la sérénité, la volonté du pouvoir d'aller vers une solution politique négociée avec toutes les forces politiques et toutes les forces vives en Algérie. Il faut définitivement tourner la page de l'illégitimité du pouvoir que nous vivons depuis 1962. Il faut définitivement et impérativement associer le peuple aux choix qui engagent son avenir et qui engagent les choix fondamentaux et les choix doctrinaux, les choix vitaux qui engagent le pays. Donc la solution, c'est celle-là. Il faut donc ce pouvoir il doit avoir cette volonté, soit à travers cette construction d'un rapport de force politique pacifique pour le ramener justement à reconsidérer ses choix et à associer le peuple donc à la prise de décision et à tous les choix qui engagent l'Algérie. Il n'y a pas d'autre solution. On ne peut pas continuer à gouverner avec le mensonge et on ne peut pas continuer à gouverner en ignorant le peuple. Ça ne se passe pas comme ça. On ne peut pas avoir des institutions fortes, un État fort, une expression diplomatique internationale forte si le peuple est absent des choix qui sont ses choix et qui engagent son avenir. Merci, Hassan Rachid Hassani d'avoir été avec nous, secrétaire national au RCD. Merci pour votre présence ce soir sur ces questions. Hassan Hiresh, Abderrahim Ossawal sur le plateau. Avant de voir quelques vidéos pour nous remémorer un peu la mémoire, mais ce sont aussi des éléments qui sont toujours d'actualité. On évoque bien sûr les bilans, il y a des acquis, Hassan Hiresh. D'abord, on s'est rendu compte au départ que le pouvoir ne voulait pas lâcher spécialement, mais quand il s'est rendu compte que le peuple resterait dans la rue et ne lâcherait pas au refus du 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika, on a vu tout de même qu'il y avait question qui se pose, peut-être que ce pouvoir a tenté d'utiliser, de surfer sur la vague de ce Hirak, et aujourd'hui on se rend compte qu'il n'y a plus de Hirak Moubarak du côté du pouvoir. C'est difficile de faire le bilan du Hirak dans la mesure où il n'est pas fini. Donc si on doit faire un bilan, c'est un bilan d'étape. Alors, d'abord, il faut dire que quelque chose, malheur est bon. C'est-à-dire que le fait que Bouteflika s'est arc-bouté à son siège, à son pouvoir, et a refusé de quitter le pouvoir, voulait, quel que soit son état de santé, et puis quelle que soit la durée de ses mandats, 20 ans de règne, son partage, les Algériens en ont eu ras-le-bol. Donc le fait qu'il se soit maintenu et que ce soit une étincelle
une étincelle qui a fait déborder le vase et qui a fait que les Algériens ont montré que ça suffisait, à Aïchirin Sna Barakat, eh bien, à quelque chose de malheureux. Bon, ça veut dire que, puisqu'il voulait faire plus qu'il n'en faut encore, il avait déjà fait plus qu'il n'en faut, puisqu'il a même tripatouillé la Constitution pour pouvoir revenir au pouvoir, alors qu'il était venu de façon un peu, comment dire, rocambolesque. Hein. On sait très bien comment sauver l'Algérie un peu. Hein, oui, il a été... oui, que disait le pouvoir. Oui, pour en fait dévaster l'Algérie. Et on sait comment il est venu, on sait comment des candidats véritables aux élections présidentielles se sont retirés sur proposition de Hussein Aït Ahmed et des personnalités politiques que maintenant les Algériens connaissent et qui auraient pu effectivement servir l'Algérie. Donc, Bouteflika a été imposé, de mon point de vue, mais malheureusement je n'ai rien, c'est juste un ressenti et voire même une analyse par rapport à la géopolitique de l'époque et qui se confirme aujourd'hui, et qui se confirme aujourd'hui, et que de mon point de vue, il a été imposé par les pays du Golfe et particulièrement les Émirats arabes unis. Donc on sait qu'il a traversé une période où il était en exil et il s'était réfugié dans cette région-là avec évidemment tout le faste qui était le sien. Et donc il a été imposé parce qu'il pouvait servir les intérêts de ces pays-là, notamment encore une fois des Émirats et peut-être aussi de l'Arabie Saoudite, sans doute même. Et donc on a vu d'ailleurs comment il y a eu un retour d'ascenseur, puisqu'il y a eu des projets économiques de ces pays-là qui devaient investir des milliards, soi-disant, mais qui en fait ont utilisé l'argent des banques algériennes pour avoir ces projets-là. Et on voit très bien que les résultats sont totalement en deçà de ce qui était annoncé. Donc, pour vous dire, le Hirak donc, est venu parce que trop c'était trop. Trop c'était trop. Et maintenant, il y a plusieurs bilans à faire en réalité. Bilan politique, bilan psychologique, bilan économique évidemment, social, sociétal, ainsi de suite. Bouteflika a introduit bon, il y avait déjà la corruption depuis Boumedienne. Hein. On voit par exemple son Golden Boy, Zgar, comment il utilisait les biens de l'État. Il a même kidnappé sa sœur avec un Boeing à partir du Canada parce qu'il avait épousé un étranger, etc. Je ne reviens pas là-dessus, je crois que les Algériens connaissent maintenant ces épisodes historiques. Donc, Boumedienne a instauré un climat de peur, un climat de dictature où l'opposition était muselée ou contrainte à l'exil ou carrément assassinée. On a vu quel était le sort de personnalités comme Karim Belkacem qui a signé les accords d'Évian et Mohamed Khider qui était le patron du FLN qui a été assassiné à Madrid, etc. Donc, Boumedienne a instauré la terreur. Chadli a instauré une économie de bazar. Et Bouteflika a accentué la corruption, il l'a généralisée. J'oserais même une oxymore, savoir qu'il a démocratisé en quelque sorte la corruption. Donc la corruption est devenue institutionnalisée et il y a une saignée véritable donc, au niveau économique en Algérie. Aujourd'hui, quand on fait le bilan, eh ben, le PIB algérien, c'est seulement l'industrie ne compte que pour 5%.
Donc, quand on voit un pays comme l'Égypte, qui n'est pas un pays développé, bien au contraire, on a plus de moyens, plus de potentiel, et son industrie compte pour au moins 17 à 18%, près de 20% dans le PIB. Donc, peut-être pour distribuer la parole, juste un dernier point, c'est le bilan psychologique. Bilan psychologique, c'est-à-dire que tout simplement que le Hirak est devenu, comment dire, une étape historique structurante, comme la colonisation. Un espoir, une force aussi peut-être. Pardon? Un espoir, une force pour le psychologique. À partir du moment où c'est devenu structurant, donc c'est forcément une référence. Et une référence qui fait appel à une mobilisation populaire de grande ampleur, unique dans l'histoire, pas seulement de l'Algérie, pas seulement de l'Afrique, mais dans le monde. D'abord, ça a duré plusieurs années. Ensuite, c'était quand même des millions de citoyens. Et de façon, encore une fois, il faut toujours le redire, de façon pacifique. On a vu des jeunes balayer les rues après des manifestations, etc. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc tout ça, évidemment, est un ancrage psychologique qui fait qu'il restera comme référence dans la mémoire collective, puisqu'on parle beaucoup justement du fait mémoriel. Ben, le fait mémoriel, ce n'est pas seulement l'histoire conflictuelle entre la France et l'Algérie, c'est aussi les événements internes. Et il est heureux que les Algériens se soient mobilisés avec une telle ampleur, avec une telle intelligence, et qui ont montré qu'il y a un potentiel extraordinaire. Et on va sûrement parler des perspectives. C'est une leçon donnée aux politiques, qu'ils soient dans l'opposition ou qu'ils soient dans le pouvoir. Cette leçon collective est à prendre au sérieux. Les perspectives, on en parle dans un instant, mais le pouvoir algérien, il avait des perspectives. Pourquoi je dis ça? C'est qu'il aurait pu, comme d'ailleurs peut-être il a souhaité, je reviens un peu à cet élément peut-être où il y a eu peut-être une tentative de récupération, peut-être de manipulation. Les Algériens ont demandé une transition. Bouteflika, merci pour ces références d'histoire. D'ailleurs, c'est toujours bien de poser le contexte avec vous, Hassan Helash. Mais on voit quand même depuis 4 ans, mais bientôt 5 ans, c'est terminé pour Abdelmadjid Tebboune. On voit tout de même que c'est défaillant à tous les niveaux. Il y a un fiasco dans tous les secteurs. On vient de parler d'économie. Alors que ce pouvoir, il aurait pu accueillir, peut-être comme il le souhaitait, le peuple, le Hirak. Et il surfe effectivement sur ces 2 vagues, mais aujourd'hui, le Hirak est toujours vivant, on s'en rend compte, et il y a un pouvoir qui est de plus en plus défaillant, voire isolé. Dans un premier temps, je pense que ce rappel historique que vient de faire Hassan est important et que l'on peut placer dans le véritable bilan qu'il faut faire. Aujourd'hui, s'il y a un bilan, s'il y a lieu de faire un bilan sur ce qui s'est passé en Algérie depuis l'indépendance et bien avant l'indépendance, ces coups d'État contre des révolutionnaires qui avaient aspiré à une Algérie, à un État de droit émanant de la volonté populaire, de la souveraineté du peuple. Je pense que c'est là le vrai bilan. C'est de rappeler qu'est-ce qui s'est passé avant 2019 et c'est ce qui nous ramène aujourd'hui à dire qu'il y a incontestablement une Algérie d'avant février 2019 et celle d'après définitivement une Algérie à partir de février 2019. Aujourd'hui, on on a l'impression, c'est intéressant ce que vous dites, c'est que, d'abord on rappelle aux téléspectateurs qu'il y a 2019, mais des révolutions, il y en a eu plusieurs. Vous pourriez, Hassan Helash, en parler, en écrire des bouquins entiers. Mais là, on a l'impression tout de même que c'est parti pour ne plus s'arrêter, que les Algériens n'en peuvent plus, cette goutte, elle déborde, et ils ne lâcheront rien. Le passage d'une étape à l'autre ne veut pas dire forcément faire fi de ce qui s'était passé avant. Personnellement, je suis de ceux qui disent que le Hirak, ce mouvement populaire large, national et global, c'est l'une des résultantes d'un parcours, d'un processus de démocratisation, d'un processus de libération effective du pays, d'un processus de conscientisation des masses populaires, des partis et de responsabilisation de toute structure politique, qu'elle soit partisane, c'est-à-dire idéologique ou pas. Ce que je voulais dire, c'est que là, aujourd'hui, le bilan à faire, c'est de se poser la question où on en est. On est à une étape. Ce n'est pas pour semer le trouble
ou le désespoir, mais à une étape cruciale et qui peut être dangereuse aussi. La situation nationale, la situation régionale et ce qu'il se passe aujourd'hui dans le monde. Parce que l'Algérie, qu'on ne le veuille pas, notre pays fait partie de cet ensemble de tous ces pays qui sont concernés par les fluctuations sur le plan économique, sur le plan politique, géostratégique, justement aujourd'hui. C'est que, quel que soit le rapport d'opposition que l'on a face à un pouvoir totalitaire, il est toujours important de lui rappeler, de le regarder en face et de lui dire qu'aujourd'hui, il est important d'écouter ce peuple qui, malgré l'absence des manifestations, l'absence des marches, l'absence des contestations tel que ça a été le cas en 2019 et en 2020, c'est parce qu'aujourd'hui le peuple a pris ses responsabilités. Il est temps de l'écouter en ouvrant le champ politique et médiatique. Parce que les échéances électorales dans un pays qui se respecte, dans un état de droit, quand on arrive à une présidentielle, s'il s'agit d'un système présidentiel, quand on arrive à des législatives, s'il s'agit d'un système de gouvernance parlementaire, dans un état... Tout à l'heure, le pouvoir algérien, vous gardez la parole là-dessus. Vous parlez de ces défis, effectivement. Il y a des défis aujourd'hui, on le disait, géostratégiques, ça peut faire partie des perspectives indispensables. Parce que nous ne sommes pas dans la radicalité. Sans le peuple, s'il n'arrive pas à démontrer aujourd'hui, à mettre en place un climat démocratique ou semi-démocratique, créer un état de droit, d'apaisement, de confiance, se redorer le blason et avoir une certaine légitimité, il sait très bien que, d'ailleurs, on touche le fond, hein, l'Algérie est isolée en termes de diplomatie de plus en plus. Oui. Tout ça, c'est aussi peut-être la résultante de ce hirak. Il est toujours responsable, comme je le dis, il est toujours responsable de rappeler la nécessaire ouverture, la nécessaire fermeture des prisons, la nécessaire libération des détenus politiques et d'opinion et de laisser des organisations politiques, syndicales, associatives de s'exprimer. Laisser ce peuple sortir dans les rues. Parce qu'en 2019, en 2020, rien que les masses de Haraga, la première année du Hirak, l'Algérie n'a pas enregistré une barque de fortune qui était l'Algérie. C'était une promesse donnée non seulement à la société elle-même, donnée aux structures politiques, mais aussi au régime, en lui disant que, avec ce Hirak, lorsque le peuple libère ses espaces d'expression populaire, d'expression démocratique, il peut construire. Donc, on est dans l'opposition, ça c'est Sauf que la réalité aujourd'hui, on a l'impression de faire mais la réalité... Vous pouvez réagir, Hassan Heche, on a l'impression d'avoir un pouvoir assez schizophrénique. C'est un échec total à tous les niveaux, que ce soit dans les urnes, que ce soit dans tous les secteurs. Et à la fois, il n'y a pas d'ouverture et on ne dit pas à la jeunesse, venez, faisons de la politique, discutons. C'est le l'inverse. Le Hirak, quand il a commencé en février 2019, c'était des masses populaires, c'était des manifestations, c'était des marches, c'était des chants, c'était de la musique, c'était de la joie, c'était des slogans, c'était aussi une promesse d'assurance. Il a rassuré le peuple, le Hirak, c'est le peuple qui l'a porté, il a rassuré toute une nation, il a même transmis un message d'assurance à ce régime qui est en place, parce qu'aujourd'hui on va le regarder en face en lui disant, c'est ça, la fermeture du champ politique et médiatique et cette horreur, cette terreur qu'il a imposée comme chape de plomb sur la société, qui risque aujourd'hui de nous amener à des conséquences irréparables. Parce qu'avec son entêtement, avec ses prises de position aléatoires, avec ses prises de position contradictoires même du jour au lendemain, c'est ce qui pourrait être dangereux pour l'Algérie et ce qui nous ramènera naturellement... Et pour le pouvoir aussi, on sent aujourd'hui par exemple que les liens qu'il y a entre ce système, comme le disait un certain Macron, politico-militaire, on sent tout de même que les choses, elles ne sont pas aussi liées, aussi fortes peut-être qu'à l'époque. Donc justement, vous parlez de danger pour le pays, mais c'est peut-être aussi un risque et un danger pour le pouvoir de perdre les cartes grâce à ce peuple qui ne lâche pas, Hassan Heche. Oui, tout à fait, parce que en fait, on voit très bien d'ailleurs que ça a déteint sur le pouvoir, qu'il soit civil ou militaire. On voit le nombre d'officiers, le nombre de ministres, de walis, etc., qui sont en prison. Un certain nombre d'entre eux, je ne sais pas quelle est la proportion, c'est pour véritablement la corruption, parce que
corruption est devenue endémique, elle est devenue généralisée, etc. Ahmed Yahya lui-même, Premier ministre, a avoué devant le juge qu'il avait reçu 60 lingots d'or. C'est quand même dévastateur, ça. C'est quand même Ça en dit long sur tout un régime et c'est tout un système. extraordinaire. Alors imaginons tous les cadres qui ont pu recevoir des lingots d'or par dizaines, voire par centaines, etc. Cette corruption qui fait justement la faiblesse du pouvoir algérien vis-à-vis d'un petit pays comme les Émirats arabes unis. Je veux dire, aujourd'hui, ici, ce micro-pays qui a été fabriqué par les Anglais, par les Britanniques, eh ben, il fait la pluie et le beau temps et il s'implique dans les affaires intérieures de l'Algérie. C'est une ingérence flagrante. Pourquoi? Parce qu'il a pu corrompre un certain nombre d'Algériens, que ce soit des officiers, que ce soit des hauts cadres de l'État, des ministres, des walis, des juges, des procureurs. Je n'en sais rien. Mais on voit très bien qu'il s'ingère de façon absolument flagrante, parce que tout simplement, vous savez, je pense que ça ne se fait plus aujourd'hui, mais il y a un certain nombre d'années, on payait des vacances à des cadres de la nation, de hauts cadres, de hauts responsables. Les Émirats payaient des vacances, ils les filmaient, ils leur payaient des choses qu'on ne peut même pas dire sur votre antenne, etc. Et puis, en cadeau, ils donnaient des téléphones à leurs enfants, à leurs épouses, ils donnaient des ordinateurs, etc. Tout ça, évidemment, était piégé. On savait exactement tout ce qui se passait dans les foyers, dans les bureaux, etc. Donc, ils étaient à l'écoute des plus hauts responsables de l'État. C'est pour ça que un émir comme ça, qui est un micro-pays, c'est même pas la wilaya de Bouira, il peut dicter un certain nombre de choses à une Algérie forte, une Algérie de 44 millions d'habitants, avec une armée extraordinaire, avec des services de sécurité impressionnants, qui négocient d'égal à égal avec les services américains, etc. Et donc, il y a quelque chose vraiment d'incompréhensible, il y a quelque chose qui ne va pas, et il va falloir se ressaisir, ce n'est jamais trop tard. Le pouvoir algérien est toujours dans ces mots. On se souvient en 99, quand Abdelaziz Bouteflika, alors j'en souris un peu parce que quand on l'entend, c'est qu'il disait que je suis l'incarnation du peuple et je suis l'Algérie tout entière. On en est toujours là. Le pouvoir algérien n'a pas compris qu'il a un peuple et qu'à un moment donné, il ne peut pas être lui tout seul l'incarnation. On a l'impression que c'est la définition de... Juste un mot, oui, c'est exactement le langage des pharaons. À l'époque des pharaons, ils disaient le peuple c'est moi, Dieu c'est moi. Akhenaton, c'est comme ça qu'il y a eu d'ailleurs la première idée du Dieu unique. C'était Akhenaton qui a dit il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y a qu'un seul, c'est moi. Donc on en est malheureusement dans cette culture, culture de pouvoir. Et je crois qu'il est grand temps, justement, qu'il y ait, avant qu'il y ait négociation éventuellement avec les gens du pouvoir, l'opposition, etc., que les décideurs déjà se concertent, discutent, qu'il y ait un apaisement entre eux, qu'ils voient quelles sont les perspectives, etc., et comment éventuellement faire la passation. Parce qu'il faut une passation. Et, juste mon dernier mot là-dessus, parce que ça va peut-être introduire les perspectives, c'est tout simplement qu'il reste, je ne sais pas, 10 mois, je crois, 9 ou 10 mois pour le mandat d'Abdelmadjid Tebboune. Il faudrait que ça soit utilisé justement comme étant une étape de passation. Je ne sais pas, là, c'est pas à moi de leur dire, mais ils voient les problèmes, ils connaissent la situation mieux que moi. Eux, ils détiennent les dossiers, ils connaissent les rapports de force, ils savent qui travaille justement dans le sens des intérêts de l'Algérie. Il faudrait qu'on sorte d'ailleurs du slogan de l'orgueil national pour aller vers le mot d'ordre de l'intérêt national. Donc peut-être un gouvernement d'union nationale, je n'en sais rien, pour préparer en tout cas une transition. C'est possible, il y a suffisamment d'intelligence
au sein du pouvoir, au sein de l'armée, On va y au sein revenir, hein. Je des comptais services, vous au sein des interpeller là-dessus civils, parce que pour que je ça sais puisse que vous se y faire croyez. dans de meilleures Combien conditions, vous allez dans rester de avec très nous bonnes jusqu'à conditions. la fin de cette émission. Avec nous toujours Abdelrahim Moussawar et dans la deuxième partie on accueillera Kamel Mortefi et Jamel Belhaid et Lila Mansour. Alors, je voudrais faire le point sur deux éléments qui me paraissent indispensables. C'est que lorsqu'il y a eu le début du Hirak, dès la première semaine, le peuple, avec son génie collectif, avait proposé des pistes. Tout à fait. Que ce soit à la classe politique ou au pouvoir qui nous gouverne, qui ne s'inscrivait ni dans la violence, ni dans l'esprit de vengeance, ni dans l'esprit de revanche. Exact. C'était Et ni là, dans peuple, l'intérêt individuel. On sentait ni qu'il y dans avait l'intérêt vraiment- individuel. D'ailleurs, Ouais. à chaque fois que le pouvoir avait essayé d'orienter le Hirak vers une représentation individualisée ou individuelle, le peuple disait non, oui. c'est le pays de toutes, c'est un pays d'un certain nombre de composantes, plurielles, soient-elles, culturelles, linguistiques, idéologiques, religieuses, etc. À partir du moment où nous avons eu des Hirak le vendredi, le mardi, sans oublier un épisode d'un mardi où des étudiants avaient affiché une quinzaine de notes, une quinzaine de points qui pourraient tout simplement faire le préambule d'une véritable oui, une base de constitution, travail. ou peut-être une base de travail pour une assemblée constituante, en assurant en même temps une transition démocratique. Tous ces éléments du langage qui ont amené des pays vers des transitions, vers des changements pacifiques, ont été utilisés par les jeunes du Hirak. Ça, c'est un premier point, en assurant le maximum d'éléments du langage qui ont été utilisés par le peuple. Le deuxième point, je rejoins une analyse très pertinente à mes yeux, qui est faite par notre frère Dr Malik Taoudia. Avant même qu'on arrive 2023-2024, on était en 2020-2021, il a mis en place, c'est-à-dire il a exposé des étapes, 5 sur 5 étapes par lesquelles le Hirak était déjà passé et auxquelles on arriverait un jour, on y est d'ailleurs aujourd'hui. Un sursaut populaire avec toutes les promesses, avec tous les slogans, avec toute cette ferveur nationale populaire, unie dans la fraternité et surtout comme garantie la Silmia. Il y a eu la deuxième étape, c'était la confirmation. Confirmer ce que veut le peuple n'est pas forcément le départ d'une seule personne ou d'un seul clan, mais Collectif, un changement ouais. global dans le système de gouvernance sans qu'il n'y ait effusion de sang, sans qu'il n'y ait un verre cassé. La troisième étape, c'était l'affirmation. L'affirmation, le pouvoir algérien, le système néocolonial qui a hérité des méthodes inhumaines coloniales de l'époque, on a connu des épisodes comme la Covid. Au moment où le pouvoir avait tout fermé, avait tout muselé, avait empêché des denrées alimentaires ou plutôt des aides aller en Algérie, le peuple en Algérie s'était montré comme un État qui s'organise. En l'absence des véritables institutions qui sont confisquées par l'État, c'était le peuple qui a affirmé sa présence en véritable État. Il y a eu l'épisode des feux de forêt, l'épisode de l'assassinat de Jamal Ben Smaïl, et par la suite, la continuité des arrestations. Ça, c'était donc l'étape de la résistance. Jusqu'à aujourd'hui, si ce peuple ne s'est pas du tout inscrit dans la violence, dans la revanche, c'est parce qu'il est en train de résister. On arrive maintenant à une étape indispensable, c'est la concertation. Aujourd'hui, sur le Maghrébia, ça fait 3 jours qu'il y a couverture du Hirak. Il y a de nos frères et sœurs, militants, militantes, qui interviennent à partir d'Algérie. On voit un certain nombre d'organisations politiques, syndicales, associatives qui veulent sortir de ce silence et de se concerter. La concertation dans un changement, dans une transition, c'est une étape indispensable. Elle se fera d'une façon ou d'une autre, mais il faut toujours prendre en considération la souveraineté et l'émanation de l'instinct populaire. Parce que, je le dis toujours, le peuple, la représentativité par le peuple, la souveraineté du peuple doivent toujours être au cœur de tous ces projets politiques. On y est, la concertation, elle sera en marche, elle restera en marche, mais un dernier message avant que je parte, c'est que ce système en Algérie, ce système totalitaire,
s'il a encore un minimum, un brin de dignité, qu'il regarde ce qu'il se passe dans la société, qu'il arrête les arrestations abusives, qu'il arrête les emprisonnements arbitraires, qu'il ouvre le champ médiatique et politique. Parce que la promesse du Hirak de 2019, avec toutes ces ouvertures, avec la libération des espaces d'expression populaire, c'est ce qui a montré que le peuple est le seul garant de la sécurité de notre pays. Merci Abdelrahim Moussaouad d'avoir été avec nous depuis plusieurs heures ici pour couvrir cette actualité importante, ces 5 années donc après la Révolution. Quel avenir? Où en sommes-nous? Les perspectives, les bilans, les références d'histoire? Hassan Helaj, j'ai le plaisir de vous garder jusqu'à la fin. Vous restez à mes côtés. En parlant effectivement de slogans, vous allez voir ici que le peuple algérien fait preuve d'humour, de créativité, de pacifisme qui a marqué le monde entier, mais aussi cet humour, cette façon vraiment de lier un peu les séries, les slogans publicitaires, notamment beaucoup à l'époque avec le départ d'Abdelaziz Bouteflika. شهداكم هم ضحوا لحياة البلاد. إخواني لا تنسوا شهداكم هم ضحوا لحياة البلاد. بالدموع والدماء وترابكم خلوا الأهل والصحبة مع الأولاد. صوتهم من القبور يناديكم اسمعوا لهذا الصوت يا عباد. الاتحاد عنواننا تضحية شعارنا حرية غاياتنا يحيى الوطن. للوطن نبيع كل نفوسنا لا نرضى أن نعيش الهوان. الاتحاد عنواننا تضحية شعارنا حرية غاياتنا يحيى الوطن. إخواني لا تنسوا شهداكم هم ضحوا لحياة البلاد. بالدموع والدماء وترابكم خلوا الأهل والصحبة مع الأولاد. صوتهم من القبور يناديكم اسمعوا لهذا الصوت يا عباد. الاتحاد عنواننا تضحية شعارنا حرية غاياتنا يحيى الوطن. الاتحاد عنواننا تضحية شعارنا حرية غاياتنا يحيى الوطن.
Voilà, de retour sur le plateau d'El Maralbia. Soyez les bienvenus. Couverture spéciale maintenant depuis vendredi autour de ces 5 années, hein, depuis le 16 février, le 17, le 18, le 22 février 2019. Donc ce hirak, ce mouvement. Hassan Halaj, vous étiez en train de... On va saluer Kamel Mortefi que vous avez pu apercevoir tout à l'heure, qui nous rejoint ici donc en français. Rebonsoir et bienvenue Kamel. Bonsoir, merci pour l'invitation encore. Merci à Dr Hassan. Merci. Bienvenue. Mais on va saluer Lila Tamansord. Bonsoir Lila Tamansord, bienvenue. Vous êtes à Paris. Ça, c'est Ah, et Kamel Mortefi, que j'estime beaucoup, Azul et Flam, aux autres éventuels invités, et à toute l'équipe Maralbia, et je vous remercie infiniment pour l'invitation que vous n'avez malheureusement pas pu honorer afin de venir vous rendre visite sur place pour des raisons. Et je tiens vraiment à remercier Maralbia pour toute sa contribution durant ces 5 années, pour cette instance d'expression qu'elle nous a offert à chacun et à chacune, afin que nous puissions trouver une voie alternative de nous exprimer, de dire nos mots sur les mots. On continue. Donc merci beaucoup, et merci aussi pour les instances de concertation que vous mettez en place à chaque fois pour que l'intelligence collective fonctionne et fasse émerger de propositions concernant justement l'alternative politique pour que notre pays sorte de cette crise profonde. Merci Lila Tamansord, restez avec nous. Vous êtes membre de Riposte International, donc ONG qui fait un travail dans le fond beaucoup aux côtés du peuple algérien, mais pas que, pour le monde entier. Une petite réaction, Hassan Halaj, rapidement. Vous étiez en train de regarder ces images. Le pacifisme, et alors on parle de bilan, de perspective. On essaye de comprendre un peu comment pourrait se passer l'avenir, redonner espoir, continuer aussi cet espoir. Il existe beaucoup pour certains. Mais c'est vrai que les images qu'on a vues, il y a beaucoup d'humour, il y a ce pacifisme, il y a une vraie créativité. oui, c'est ça le génie algérien. C'est un pays vraiment plein de potentiel, un potentiel qui est malheureusement bridé depuis des décennies et qui demande qu'à être libéré pour que l'Algérie soit un grand pays. Je pense que ce que nous avons vu, ce ne sont même pas des slogans, ce sont des mots d'ordre, ce sont des petits bouts de programme, ce sont aussi des réactions effectivement d'humeur. Et les Algériens raffolent de l'humour, de blagues, d'histoires. C'est très sain d'avoir comme ça un état créatif et qui permet justement de tout désacraliser avec beaucoup de respect, beaucoup de, de gentillesse, etc. On voit les jeunes qui sont tout à fait contents d'arborer leurs pancartes, leurs feuilles, leurs drapeaux. Je pense que c'est ça, un pays qui vit. C'est extrêmement important que ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui, encore une fois, j'insiste là-dessus, qu'ils soient des civils ou des militaires, ou dans la police, ou dans toute institution, gagneraient eux-mêmes, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs familles, pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants, gagneraient à laisser libre toute cette expression et à laisser libre cours, justement, à la possibilité des Algériens d'être créatifs, d'être innovateurs. L'innovation au niveau du verbe est une innovation culturelle, innovation sociale, innovation sociétale, innovation politique. Et ça permet d'élargir l'esprit, de s'accepter chacun dans ses différences. Je crois que le jour où, par exemple, là, c'est Abdelmajid Tebboune qui est au pouvoir. Demain, ce sera un autre. Mais j'aimerais bien qu'il accepte, par exemple, qu'il soit caricaturé. Qu'on puisse passer des dessins ou Parce que ça, c'est un bel exemple que Kamel Mortefi. C'est vrai qu'en voyant ces images, alors c'est aussi dans les gènes, hein, un peu ces valeurs humaines, ce respect, ce pacifisme. Vous le disiez tout à l'heure, hein, il y avait toute une armada de militants pour nettoyer notamment Place de la République ou les rues d'Alger. Mais les Algériens, les Algériennes sont aussi assoiffés de se libérer, de s'exprimer, d'écrire, de dire les choses. Ils ont envie dans un pouvoir qui aujourd'hui ne leur permet pas.
Ça se voit quand on parle du génie. Donc je suis d'accord avec ce qu'a développé le Dr Hassan Hirash. L'Algérien, quand on lui donne la liberté, on lui laisse la liberté d'initiative, d'entreprendre, de créer. Il impressionne. Il impressionne. Regarde juste l'Algérien qui est à l'étranger. On se déplace ici dans les ruelles de Londres. On voit des Algériens qui sont arrivés ici avec 0 dinar, avec les moyens de bord. Ils sont venus comme ça, de manière, je ne sais pas, sans moyens. Parfois harag. Mais ils ouvrent des restaurants, ils ouvrent des boutiques, ils créent des entreprises. Et pourquoi? Parce que c'est un pays qui leur a donné la liberté. C'est un pays qui offre la possibilité. Dès que tu as une idée, tu as les moyens, tu peux réaliser tes projets. En Algérie, nous l'avons vu. Les expressions qu'on avait vues dans le Hirak, il faut vraiment... Des fois, un écrivain, il prend du temps pour trouver une inspiration pour écrire une telle chose. Mais là, il y avait des Algériens qui ont fait... Ça a surgi de partout. Des Algériens qui ont fait qu'ils écrivent des expressions qui peuvent être des titres de grands bouquins best-sellers. Oui. Mais on n'a pas donné de l'importance à ça. J'aurais aimé que des instituts de sociologie dans les universités algériennes étudient ce phénomène. Pourquoi l'Algérien ne produit pas actuellement dans son pays, Et on a beau utiliser ce qu'on appelle en anglais buzzwords, les start-up, les trucs. Mais il n'y a pas de start-up, il n'y a rien. On a bloqué l'initiative, on a bloqué la création, la créativité, elle est bloquée par le pouvoir. Mais quand on libère, on voit des merveilles. Et oui, les startups, c'est encore aussi un mot qui est longuement revenu au sein du pouvoir, en évoquant notamment la partie des startups qui est en floraison et qui se développe énormément, mais malheureusement le terrain, je rappelle, c'est vous qui l'exprimez sur les réseaux sociaux, les invités que nous avons, les rencontres, les voyages aussi que nous faisons. Nous essayons vraiment, grâce à vous, de faire un état des lieux et de donner la réalité du terrain. Je voudrais qu'on écoute tout de même, il y a quelques temps, fut un temps où le président algérien, pour lui, le Hirak, c'était tout, c'était un événement béni. On l'écoute. نبلغكم رسميا بلاني مضيت المرسوم اللي يجعل من 22 يوم وطني وسميناه اليوم الوطني لاتحام الشعب بجيشه من اجل الديمقراطيه. هذا هو العنوان تاع ودوك نشرف الجريدة الرسمية ونبدأ نحتفل به سنويا إن شاء الله. وحقيقة لما قلت حراك مبارك بدون ما نزيد ندخل في التفاصيل أحمى البلاد من انهيار كلي. كادت الدولة الوطنية تروح نهائيا مثل ما راحت في دول أخرى اللي اليوم يحوسوا على وساطة باش يلقوا بيناتهم ويحلوا مشاكلهم. Lila Tamansort est avec nous. Rebonsoir. On vient d'écouter Abdelmajid Tebboune, président algérien, qui en 2021 nous parlait au monde entier, aux Algériens, de ce Hirak, qui est un événement béni. Et c'est vrai que la question que je posais au départ de cette émission, on parle des perspectives du Hirak, mais il y a aussi les perspectives du pouvoir aujourd'hui. Il y a 2024, il y a tous ces enjeux diplomatiques, géostratégiques, économiques pour le pays auquel doit faire face le pouvoir. Et sans son peuple, il aura énormément de mal à le mettre en place et à le réaliser. On le voit depuis 4 ans où on parle énormément de fiascos, d'échecs, de BRICS, etc. Comment vous réagissez à cette façon qu'a le pouvoir algérien effectivement de se comporter, de se positionner par rapport au Hirak? Alors quand on dit Hirak, c'est le peuple en fait, c'est le rassemblement, c'est la révolution. Avant de vous donner la parole, je rappelle juste aux téléspectateurs que début février, le 7 février, la revue El Jish publiait donc toute une série d'éditos où elle revenait notamment sur ce 22 février en parlant d'un événement marquant pour la démocratie. Rebonsoir Charles. Je rappelle juste que chasser le naturel nous revient au galop. Vous m'entendez? Très bien, on vous entend très bien, c'est peut-être un peu... Mais on vous entend bien, on vous entend en tout cas. Parfait. Donc, ce pouvoir, depuis son instauration,
illégitime à la tête du pays, a chassé le naturel qui est la souveraineté populaire. Donc à chaque fois qu'il essaiera de faire asseoir son hégémonie, le peuple, cumulant des expériences de militantisme et face à ces frustrations successives par rapport à ses aspirations, il reviendra de plus en plus fort. Donc qu'ils disent Hirak Moubarak à travers ces déclarations, bien entendu, qu'il cumule à chaque fois avec une maladroiture mais phénoménale. Et juste après, justement cette année 2020, même avant 2021, donc 2020, il a mis en place un arsenal juridique à travers lequel il a réprimé le Hirak. Il voulait mettre fin à toute voix dissidente, à toute voix militante pour que cette Algérie voit un jour meilleur. Donc, il ne cesse d'aller dans les abîmes de ses contradictions et celles de ses commanditaires. Par rapport à ce que craint justement ce pouvoir, c'est la force populaire. Parce que le Hirak, à travers le Hirak, le peuple a pu mettre fin à une Algérie qui était en décadence totale. C'était un désert politique, un désert social, un désert sanitaire. Ils ont mis en place des mécanismes pour qu'il n'y ait aucune réflexion, aucune critique de ce qu'ils font, de ce qu'ils ont pu, en tout cas enraciner comme corruption, comme comportement qui a mis à genoux l'économie algérienne et même tous les secteurs. Rappelons que même le fait d'organiser un café littéraire, juste avant le Hirak, à Oukas par exemple, ils ont interdit plusieurs cafés littéraires, tout à travers la Kabylie. Ils ont emprisonné Marzouk Touati parce que c'est un journaliste, il avait fait une interview à une personnalité dont le pouvoir algérien, en tout cas, ils se sont positionnés par rapport à son origine. Donc, Marzouk Touati a été emprisonné. Et rappelons les corporations qui ont été réprimées avant 2019. Des médecins ont été tabassés par les forces de l'ordre qui sont censées garder la paix dans le pays, mais au lieu de ça, ils mettent en péril le destin de tout un peuple. Donc, à travers ce qu'il dit, il n'a aucun crédit, d'autant plus que le peuple, comme nous le disons à chaque fois et à toute occasion, il a complètement divorcé. Il n'y a aucune confiance. Il y a une méfiance totale à travers vis-à-vis de ce régime et de tout ce qu'il essaie de mettre en place. D'ailleurs, il ne met rien en place qui va dans le sens des aspirations du Hirak. Ils font tout pour que les aspirations qui sont un état de droit, la démocratie, l'égalité des citoyens et les libertés fondamentales individuelles et collectives aient lieu dans le pays, font tout pour que ces demandes-là, ces revendications-là ne voient jamais le jour à travers ce qu'ils font comme répression, emprisonnement, réprimer la voix des militants, des présidents de partis, la constitution d'organisations politiques ou civiles, les médias qui sont complètement hermétiques, ils ne diffusent que la seule voix unique de ce pouvoir, qui n'est qu'une doctrine d'une pensée unique qui vise à le pérenniser sur la tête du pays. Donc le peuple aujourd'hui, on ne peut plus le tromper. Il a une telle maturité à travers, comme je l'avais dit, toutes les luttes successives, parce que le Hirak n'est pas une résultante spontanée que des 20 ans de Bouteflika. Le Hirak, c'est le fruit de toutes les années de lutte pour que le peuple reprenne sa souveraineté à travers l'année 63, 65, 80, 88, les années de la décennie noire, le printemps en Kabylie, et même les dissidences en 2011, les marches qui ont été tout de suite réprimées. Donc tout ça, c'est un cumul. C'est la goutte, le 5e mandat de Bouteflika, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase, plus ce que les réseaux sociaux nous ont rapporté en matière de trafic de drogue en masse qui se fait avec les éléments de l'État, plus l'humiliation, mais à travers le monde du peuple algérien. Nous ne pouvions plus
dire à quiconque que nous sommes des Algériens tellement nous avons été humiliés. Donc le Hirak nous a permis non seulement la reprise de confiance en nous-mêmes, le peuple a repris confiance totalement en lui-même. Il a permis la réappropriation de la parole, l'expression, l'espace public, et surtout c'était une instance de communion collective. Ça nous a permis de faire une thérapie collégiale, collective, de tous les maux dont nous souffrions depuis une soixantaine d'années, même au-delà, parce que nous sommes un peuple qui avons été privés de notre culture, de nos ancêtres. Et je tiens à souligner, parce que le 21 février passé, que notre langue maternelle, ancestrale, est la base et c'est le ciment de la démocratie en Algérie. Tant qu'on tourne autour et qu'on fasse le déni sur cette question, toutes les solutions qui seront trouvées, il y aura un manque. Parce que c'est cette question qui est capitale, ce sera vraiment la base solide de toute construction démocratique au futur. Kamel Mortefi, merci Lila Tamansour, restez avec nous. Sans faire de jeu de mots, ce Hirak, ça aurait pu être du pain béni pour le pouvoir à ce moment-là, où la vie fait aussi que Abdelaziz Bouteflika ne peut plus rester au pouvoir. D'abord, il était très malade. On rappelle qu'il a eu un AVC en 2013 et on rappelle aussi aux téléspectateurs et au monde entier que les Algériens n'ont pas entendu leur président depuis le 8 mai 2012. Je crois que c'était à Batna, si je ne me trompe pas. Donc imaginez-vous que... c'est TIF, autant pour moi. Donc imaginez-vous que vous n'entendiez pas parler ou voir votre président pendant 7 longues années. Mais peut-être que cette période, le pouvoir aurait pu... parce qu'on parle de perspectives effectivement du Hirak, mais on sent tout de même aujourd'hui que ces perspectives du Hirak, elles sont plutôt positives, puisque le pouvoir est de plus en plus défaillant. On parle d'isolation diplomatique, on parle d'isolation au niveau du peuple, plus de confiance. Il aurait peut-être pu prendre à bras ouverts ce Hirak, le pouvoir, justement, pour aller dans le sens du peuple et travailler sur cette transition. Oui, notre amie Leila, que j'estime beaucoup, j'aurais aimé qu'elle soit avec nous ici durant cette période, a bien vraiment fait le tableau complet du système. Elle a tout dit. Elle a tout dit. Vraiment, elle a vraiment résumé tout. Donc, à partir de là, je dirais que le pouvoir de la nouvelle Algérie bien raté a bien réussi l'échec. Il a bien réussi l'échec. Comme vous le dites, il a eu le Hirak comme un pain béni. Il n'a pas su transformer l'échec de Bouteflika en un mouvement de construction, une transition aussi d'écoute, d'échange. C'est ça, de reconstruction nationale, parce que c'est un pouvoir qui n'est pas doté d'une intelligence positive. Il est doté d'une malice. Parce que la malice, ce n'est pas de l'intelligence. C'est de la ruse. Oui. C'est de la ruse pour rester. Sinon, un homme politique bien dans sa peau, qui a la tête sur les épaules, avec 20 millions de citoyens dans la rue, il se porte au pouvoir, il gagne la confiance de ce peuple. Tu sais, parce que la raison pour laquelle je dis ça, pour réaliser une transition, la transition suppose quoi? Suppose des sacrifices pour redresser l'économie, suppose des sacrifices pour redresser la santé. Parce que le peuple, il doit consentir certains sacrifices en attendant de mettre les mécanismes en place d'une relance, d'une reconstruction. Le peuple, s'il avait eu en face de lui un pouvoir légitime, un pouvoir qui lui a affiché du respect, mais pas du mépris, il aurait accompagné dans cette démarche de changement en consentant des sacrifices, tous ensemble, pour se donner une période de transition et jeter les bases d'une relance dans tous les domaines. Et c'est comme ça qu'on va sauver l'Algérie. Malheureusement, nous avons eu des gens assoiffés du pouvoir d'une manière animale. Vous savez, de manière animale. Ils ont pris, c'est comme les hyènes, ils ont pris une gazelle, ils l'ont déchiquetée. C'est ça qu'ils ont fait avec l'Algérie du Hirak. Malheureusement, c'est ça qu'ils ont fait. Sinon, on vient de rater vraiment une belle occasion de construire l'Algérie dont rêve le peuple et l'Algérie dont
on rêvait... Enfin, le pouvoir a peut-être raté son occasion peut-être de s'ouvrir et de créer un apaisement. Hassan Helaj, est-ce que cet échec, encore une fois, on vous a invité longuement sur ces 4 années au pouvoir d'Abdelmadjid Tebboune qui a promis énormément de choses et aujourd'hui le pays il est face au mur et on souhaite encore une fois vraiment, on y reviendra, mais un bon mois de Ramadan où les Algériens vont certainement, malheureusement, on ne le souhaite pas bien sûr, mais avoir à faire face à des difficultés, encore une fois, des pénuries. Donc on a ce bilan qui est du côté du pouvoir, qui est hélas pour les Algériens un fiasco. Mais le fait de ne pas avoir pris ce Hirak comme pain béni, de ne pas l'avoir entouré, accompagné, écouté, est-ce que ça redonne encore plus d'espoir, plus d'essence, plus de racines à ce Hirak, ces Algériens qui sont dans la rue et qui ne peuvent pas, mais qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont aussi dans leur esprit. Vous parlez de ce côté psychologique tout à l'heure. Donc c'est encore un espoir beaucoup plus fort, quelque chose qui s'enracine. Écoutez, je vais peut-être vous étonner. D'aller un tout petit peu, je vais me permettre d'aller à contre-courant de ce que nous avons tous dit, y compris moi-même. Quand j'entends Abdelmadjid Tebboune parler de Hirak Moubarak, il y a 2 possibilités. Il y a effectivement la possibilité de la ruse, de récupération, de vider de son sens les mots d'ordre, les discours, les slogans, comme vous disiez, etc., de tout un peuple, etc. Mais il y a aussi peut-être une espèce de désir de changement, c'est-à-dire qu'il y a une intention peut-être positive, mais il faut savoir que dans notre culture collective, pas seulement celle du pouvoir, mais la nôtre quotidiennement, il y a cette différence à faire et que inconsciemment nous faisons, c'est la différence entre l'intention et l'engagement. Oui, mais sauf que c'est assez bien que fassiez cette contradiction quelque part ou ce parallélisme, mais on a l'impression quand même qu'en Algérie et beaucoup dernièrement pour Abdelmadjid Tebboune, c'est qu'à la fois on reçoit une ONG et puis derrière on la dilapide par les mots, on organise une journée de la presse et puis derrière on n'hésite pas à emprisonner. En 2021, le Hirak Moubarak et puis derrière on continue. C'est ça aussi qu'on essaie de comprendre un petit peu, de ne pas continuer sur la même trajectoire. Merci d'alimenter justement ma petite démonstration. C'est-à-dire, inconsciemment, quand on a une intention, on croit que c'est un engagement. D'ailleurs, même dans le langage quotidien, vous demandez un service à quelqu'un, tu dis oui, bien sûr, il n'y a pas de problème, Inch'Allah, machin, etc. C'est-à-dire, il a l'intention, effectivement, de vous rendre ce service-là, mais en réalité, cette intention n'est pas un engagement. C'est-à-dire, peut-être qu'il ne fera pas grand-chose, et qui ne tentera même pas de vous rendre ce service-là, mais qu'il aurait quand même voulu vous le rendre, ce service-là. Ce qui existe d'un point de vue sociétal existe aussi d'un point de vue politique au sein du pouvoir. On a aussi un autre défaut de la psychologie collective, c'est la difficulté à se déjuger. À partir du moment où on a émis une idée, où on a eu un comportement, etc., on a du mal à s'excuser. On a du mal à faire un mea culpa. Pourtant, la confession qui a été inventée par Saint-Augustin est d'essence amazigh, mais ça remonte évidemment à des temps très anciens et ça s'est perdu au fur et à mesure avec l'arrivée d'autres cultures et particulièrement d'autres idéologies, etc., d'autres croyances, ainsi de suite. Donc ça a altéré effectivement cette propension à pouvoir justement se regarder dans la glace, comme le dirait Lounis Saïd Minglet. Regarde-toi dans la glace et tu verras que finalement c'est de toi que tu as peur et c'est toi que tu fuis. Tu fuis ton propre fantôme. Et je crois que c'est valable justement au niveau politique, au niveau le plus haut de l'État, à savoir qu'on a du mal à reconnaître
qu'on a eu tort, qu'on n'a pas bien fait, etc., qu'on n'a pas su, et qu'on a du mal à se déjuger. Et donc, on est là, il y a quelque chose de verbal, on promet, etc. Mais dès lors qu'il s'agit d'engagement, de concrétisation, etc., on recule. Donc, tout ça est à prendre évidemment en compte, au sérieux. Je ne dis pas que ça excuse non seulement l'inertie, et surtout, ça n'excuse pas du tout la politique de répression, la politique de marginalisation, d'exclusion. Il y a des journalistes en prison, il y a des militants pacifiques en prison, des militants culturalistes en prison, il y a des avocats en prison, il y a, etc. Bien sûr, on n'oublie pas ça et on continue. Heureusement que il y a des personnes comme Lila, justement, Tamansour, qui au sein de Riposte International font un travail extraordinaire pour montrer les dossiers, pour dire où est-ce qu'on en est d'un point de vue du respect ou du non-respect des droits de l'homme. Mais on ne peut pas perdre de vue non plus tout ce qui est de psychologie collective, culture collective, etc. Le changement, par exemple, je termine là-dessus, vous passez la parole à quelqu'un d'autre. Le changement, par exemple, ça a été étudié par beaucoup d'anthropologues, notamment un anthropologue hollandais Hofstede et des anthropologues américains que on n'a pas le temps de citer. Mais grosso modo, nos cultures, certaines cultures nord-africaines, moyen-orientales, etc., le changement, il se fait sur des périodes de 20 ans. Et très généralement, les changements s'opèrent justement soit crise économique, soit crise politique, soit catastrophe, etc. En Europe du Sud, le changement, c'est 5 ans, 10 ans. Dans les pays anglo-saxons, c'est 2 ans, 3 ans. D'où d'ailleurs, même les mandats électifs, ils sont plus courts dans les pays anglo-saxons que dans les pays latins ou africains. Enfin, donc, il faut prendre en compte l'ensemble, parce que nous non plus, comment dire, en Kabyle, nous aussi nous avons des défauts, nous aussi nous respectons pas nos engagements, nous aussi on a des dépassements verbaux, nous aussi on est dictateurs dans nos familles, on est dictateurs dans nos associations, on est dictateurs dans nos partis politiques, etc. Et donc ce qui se passe au plus haut niveau de l'État, évidemment, le ruissellement de cette dictature est beaucoup plus dangereux, beaucoup plus néfaste, beaucoup plus dévastateur à l'échelle nationale. Mais à la petite échelle, évidemment, nous devons aussi nous regarder. Et c'est comme ça que l'on peut peut-être justement analyser la situation et avoir de meilleures perspectives. Merci Hassan Hedj. En tout cas, ce qu'on essaye de comprendre, alors il faut savoir quand on est élu politique aussi, c'est qu'on a des responsabilités, peut-être d'être cohérent. Belaïd Jamer, bonsoir, plaisir de vous recevoir ce soir. Vous m'entendez? Très bien. Ah bah super. Je te dis bonsoir Chaban, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices qui suivent le Magharibia et les gens de le Magharibia, ainsi à tes invités aussi. Merci pour l'invitation. Merci infiniment, c'est un plaisir. Je crois que c'est la première fois que je vous reçois. Vous faites partie de ces personnes qui sont sur le terrain depuis ce début du Hirak, mais bien avant. On essaye ce soir peut-être de revenir un peu sur ces perspectives qui restent à mon sens positives au niveau du Hirak, du mouvement en tout cas. Voilà, c'est toujours en mouvement, puisqu'on sent tout de même que d'un autre côté, les éléments le démontrent depuis 4 ans que le pouvoir a été fragilisé, peut-être bousculé dans ses codes, malgré qu'il tient toujours sa feuille de route. Peut-être vous entendre là-dessus. Et puis d'un point de vue perspective, Hassan Hedj, je viens d'en parler, c'était un des axes importants avant de terminer l'émission. C'est vrai qu'une révolution, c'est pas 1 an, 2 ans, 5 ans, c'est très long, et ce temps d'attente, ce temps de voir vraiment les graines germer reste primordial pour arriver au changement. Premièrement, pour parler du Hirak, parce qu'il y a des gens qui disent qu'est-ce qui reste du Hirak et qu'est-ce que le Hirak a fait ou a amené. Moi, je dirais que le Hirak, quand même, il a amené beaucoup de choses.
Rien que de voir la junte militaire ou le système quand même s'entretuer entre eux et avoir des clans. On a vu des personnes en prison. On a vu la scène politique, plutôt la diplomatie algérienne, qui est vraiment tout son entourage, et elle est isolée complètement par beaucoup de pays, même les pays amis de l'Algérie. Quand je vois tout ça, je ne peux pas dire que rien n'a été fait par le Hirak. Ce qui n'a pas été fait par le Hirak, c'est bien évidemment, c'est les élections du 12-12 et le Hirak al-Moubarak qui a été inventé par le Tebboune et ses compagnons. Le Hirak n'a pas ramené Tebboune, le Hirak n'a pas dit que Tebboune soit président. Après, si on reste toujours à dire que le Hirak, je pense aujourd'hui, on est obligé de regarder dans le rétroviseur, c'est tout à fait normal, voir ce qui a été derrière, mais regarder aujourd'hui vers de l'avant. Appeler toujours à ce que le peuple sorte, attendre le peuple le jour où il va sortir le peuple, je pense que c'est une grosse erreur. Le peuple, moi je l'ai dit, je le redis, le peuple a fait son travail. Le peuple, c'était une force vraiment de contestation, il a fait son travail, il est sorti presque quand même, presque 2 ans sans arrêt. Et aujourd'hui, avec la répression, la démocratie du système, c'est la répression qui a tué vraiment l'Algérie aujourd'hui, le peuple algérien, économiquement parlant, socialement parlant, tout. C'est ça la démocratie du système dont il parle. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il reste un grand travail, c'est le travail politique. Parce que la crise en Algérie, c'est une crise politique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que l'opposition en général, militants et surtout même ici dans la diaspora, on doit faire ce travail, un travail politique où il doit y avoir une union, mais vraiment forte entre militants, sans exclusion d'aucune partie. Parce que chaque partie est algérienne, chaque partie se bat pour l'Algérie. Bon, chacun son appartenance politique, mais le but est le même, c'est le changement du système. C'est pour ça qu'on fait appel toujours à ce travail politique collectif, dont d'ailleurs, dont je dirais hier par exemple, le 24, les organisations ici à Paris ont fait un travail vraiment remarquable. Donc on a fait une conférence et on a invité les partis politiques, donc le RCD, l'USCP, le PST et FFS Alternative, avec la participation des acteurs de la place, ici militants parisiens. Aussi, il y avait des citoyens, il y avait un débat très riche sur l'histoire, les 50 jours du Hirak et les perspectives. Alors justement, c'est intéressant de revenir là-dessus. En 2 minutes, le temps passe tellement vite. Oui. Qu'est-ce qui ressort effectivement? Vous avez réussi hier et c'est bien, ça fait partie aussi de ce Hirak, de ce mouvement, ces rencontres sur ce plateau quelque part, on débat là-dessus, donc ça en fait partie. Et comme hier aussi, il y en a d'autres aussi, et c'est important de le dire notamment aux Algériens et aux Algériennes. Qu'est-ce qui ressort de cette journée d'hier? Quelle dynamique il y a peut-être pour les semaines, les mois à venir? Qu'est-ce qu'il en ressort? Qu'est-ce qu'il en ressort? C'est toujours par rapport à ce simulacre électoral que prépare le pouvoir pour la fin de cette année, c'est les élections. Il y a des partis politiques qui ne partiront pas parce que tout simplement, on sait très bien c'est quoi les résultats. C'est régénérer le système. C'est comme a fait Tebboune par exemple. Ils ont eu leurs élections. Tebboune a été placé. Tebboune pendant 4 ans, il parle que Sha'b Zakah, ça veut dire le peuple l'a mis en place. C'est le peuple qui avait voté pour lui. Il n'arrête pas de parler de ça. Il en a eu pour 4 ans. Et aujourd'hui, c'est la rebelote, soi-disant. Et le peuple a voté. Et voilà, il y a 4 ans de plus. Et nous, on reste là. Et la situation en Algérie, elle en reste là. C'est pour ça qu'hier, même les partis politiques, ils ont parlé plus de ça, qu'il faut vraiment des garanties. Ces garanties, chacun comment il les voit.
mais le système n'écoute pas. Le système avec le 87 bis, il dit que tout est démocratique. La démocratie, elle vient de lui et c'est lui qui met les règles et c'est lui qui mène le jeu. Et ça ne se passe pas comme ça. Parce que quand vous allez directement, le problème aujourd'hui en Algérie, c'est pas les urnes. Parce que les urnes, si vous mettez X, vous avez Y qui sort le soir. C'est l'intérieur qui décide. Alors, il y a un travail entre le citoyen et les urnes. Comment voter pour que si vous mettez X, il sort X. C'est ça, généralement, dont les partis politiques ont parlé et dont notre débat s'est fait, enfin on a fait le débat. Je veux juste rajouter un point très très important. Et pourtant, on est vraiment démocrate. Il y avait 3 personnes qui ont été envoyées par les pro-système qui ont essayé de faire, comme on leur a donné la parole, ils ont posé la question, tout ce que vous voulez. Heureusement qu'on a géré quand même la situation. Ils ont essayé de casser tout, enfin, la conférence. Voilà, comme d'habitude. Merci Belhaïd Djamar. Restez avec nous, je vais revenir à vous pour 2 minutes. Voilà, il nous reste 15 minutes d'émission. On va essayer de réagir assez dynamiquement et rapidement. Lila Tamansour, je reviens à vous. Hassan Haresh parlait effectivement de ce gros travail que vous faites parmi tant d'autres. Encore une fois, on peut en citer, vous êtes plusieurs et on salue tous nos invités, les militants, les militantes. Demain, voilà, effectivement, il y a cette crise politique, en Algérie. Il y a 2024, les Algériens sont au courant de rien, on ne sait même pas ce qu'il va se passer. Mais peut-être sur le terrain, notamment au niveau de la diaspora, parce que je rappelle que vous et Belhaïd, vous êtes à Paris. Comment vous voyez un peu les choses? Quel travail il va falloir faire? Les rassemblements vont continuer? Il va y avoir de la sensibilisation toujours? Je salue, je ne sais pas si vous m'entendez parce que j'ai parfois un problème de Très bien, de son. Vraiment. D'abord, je remercie Kamel Mouktefi et Hassan Haresh, et c'est dans la réciprocité l'estime. Je salue Belhaïd Djamar, mon camarade de lutte sur le terrain parisien. Et effectivement, il y a des actions qui sont organisées. On continue les organisations et beaucoup de camarades n'ont pas déserté la place de la République malgré qu'ils sont frappés par des interdictions de rassemblement, des contraventions. Ils sont pénalisés. Et certains, mais vraiment, c'est récurrent. Malgré cela, ils résistent et je salue leur courage. D'ailleurs, aujourd'hui, le rassemblement d'aujourd'hui, il a été d'abord interdit. Donc les camarades, je cite Hamid Hamadesh, qui a eu le courage d'aller jusqu'à introduire un référé. Donc le groupe a eu gain de cause et bravo pour leur persévérance. Donc nous continuons à travers l'action dont Belhaïd vient de parler. Justement, c'était la table ronde d'hier qui était scindée en 2 parties. Une partie pour les représentants politiques des mouvances qui restent aujourd'hui debout et qui n'ont pas été normalisés par le pouvoir en place. Donc c'était un débat riche que j'ai suivi à travers Alternativi qui elle aussi nous apporte vraiment un appui très grand. Je remercie Kamel Mouktefi qui en est un membre. Donc j'ai constaté que c'était un débat riche et ils ont osé débattre des questions qui sont d'actualité et que nous sommes toujours en train de nous poser par rapport à la participation au simulacre électoral prochain, qui va se faire toujours comme celui du 12-12-2019 sur fond de répression, sur fond d'emprisonnement, sur fond de privation des libertés, quelles qu'elles soient. Donc, on se demande d'où viendra le changement, si ce n'est de ce peuple. En faisant le déni sur ce peuple, on continue sur cette lignée, nous craignons pour notre pays. Donc nous, ici dans la diaspora, nous essayons d'organiser ce genre de débat. D'ailleurs, le 9 mars, ce sera aussi une rencontre autour de la journée des droits internationale des droits de la femme, mais qui va porter sur les femmes du Hirak, leur rapport et leur contribution, et même, pourquoi pas, dans l'histoire contemporaine ou ancienne de l'Algérie ou de l'Afrique du Nord. De toute façon,
nous ne sommes pas prêts de nous arrêter, malgré que nous avons été frappés aussi par une interdiction d'organiser la marche du 18 février. Nous n'avons pas pu l'organiser, malgré que le référé a été introduit tardivement, mais l'issue n'est pas connue. Donc, c'est pas ces subterfuges du système et de ses alliés ou des autres systèmes qui le soutiennent, parce que j'assume ce que je vais dire, je désengage le Magharibia, mais tant que nous n'ouvrons pas nos yeux sur la nature véritable du système, d'où il vient, nous sommes à côté de nos luttes. Donc, ouvrons les yeux et les cerveaux pour voir plus clair dans le système au sein de l'Algérie et d'où viennent les tentacules de quel autre système. Je suppose que vous avez compris. En tout cas, moi, je l'assume et je le dis hautement et je n'en ai pas honte, parce qu'aujourd'hui, nous essayons de remettre tout sur les personnes vitrines du pouvoir en place, or qu'ils ne sont que des marionnettes dans les mains d'un système mondialisé. D'ailleurs, la crise du Covid, et j'assume aussi, je désengage le Magharibia, n'est qu'une main forte prêtée au système en place pour arrêter la mouvance du Hirak. Parce que le Hirak n'a ni été arrêté par les fortes chaleurs de l'été, par les répressions massives fortes de la police, par toutes les stratégies mises en place de ce système. Donc la seule façon dont il a été arrêté, et c'était un appel collectif des citoyens par prise de conscience de la gravité de la situation, que le Hirak a été mis en berne momentanément. Malheureusement, ça a donné l'opportunité au système de se renforcer du côté législatif pour que ce Hirak ne soit plus remis à jour. Donc nous, ici, comme nous avons l'opportunité et cette liberté d'organiser des événements, nous les exploiterons et nous irons jusqu'au bout. Parce que nous sommes victimes de ce système. Je rappelle que nous ne sommes pas à l'étranger de notre propre volonté. Moi, je m'estime être une exilée de la répression du système politique algérien mis en place depuis 1962. Si j'avais trouvé les conditions de vie et de lutte en tant que citoyenne, d'aller chercher mes droits dans les règles de l'art, dans le cadre de la Constitution, je ne me serais pas aventurée dans les pays étrangers. Voilà. Et malheureusement, voilà, ils sont nombreux, vous êtes nombreux et nombreuses, hein, malheureusement, heureusement à aimer l'Algérie, on aime tous ce pays, mais y vivre, c'est autre chose. Je vais vous redonner la parole à Hassan Hirash et Kamel Mortefi dans un instant. Belhaïd Jamal est toujours avec nous. Je voudrais juste qu'on écoute ce slogan qui, tout de même, peut-être que Hassan Hirash nous en dira deux mots, mais c'est un slogan qui date depuis, malheureusement, plusieurs années. Messieurs, quand on voit ces images sur le plateau, Lila Mansour les a vues, Belhaïd Jamal aussi les a vues, quelque part on pourrait réagir sur le Daoula Madaniya, Machi Askaria, état civil et non militaire, mais voilà, faut continuer à rêver tout de même. On va terminer ces quelques dernières petites minutes en espoir. Vous le disiez tout à l'heure, c'est long, c'est une révolution, faut sortir, faut travailler, faut réfléchir, etc. Mais ce sont des images qui restent toujours ancrées, qui font toujours rêver, elles sont encore là. Oui, elles produisent toujours un frisson continu, une charge émotionnelle extraordinaire.
en disant Dawla Madaniya Mashi Askaria, je crois que le peuple algérien inscrit aujourd'hui encore, et surtout, cette problématique-là. Je m'explique. Nous sommes dans une situation mondiale où les équilibres mondiaux sont complètement dérangés, sont complètement déstabilisés, sont complètement, comment dire, percutés par ce qui se passe en Ukraine, en Russie, ce qui se passe à Taïwan, ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe en Amérique du Sud avec l'arrivée de l'extrême droite en Argentine, en Europe aussi, la montée des extrêmes droites en Europe, vraiment une espèce comment dire, de flux fascisant ou néo-fascisant qui revient, une répression anti-immigrés un peu partout en Europe, aux États-Unis, la menace de Donald Trump justement sur les musulmans, sur les Noirs, sur les Latinos, hein, ainsi de suite. On voit bien le racisme anti-musulman en Inde. Je crois qu'en Chine, contre les Ouïghours, etc., la répression, mais alors féroce, d'Erdogan sur les Kurdes. On voit comment Israël bombarde le Liban, la Syrie, l'Iran, bombarde l'Irak, ainsi de suite. Il y a une déstabilisation extraordinaire qui fait que Dawla Madaniya Mashi Askaria a tout son sens, dans la mesure où l'armée, pour que justement elle se prépare, parce que nous avons besoin d'une armée forte, nous avons besoin des services intérieurs et extérieurs extrêmement performants, forts, etc. Et du coup, cette institution ne doit pas s'occuper de politique, parce qu'elle dépense une énorme énergie justement à surveiller des petits militants politiques, de Lila Mansouri, de Djoudi, de Moktefi, de Hassan Khiresh, de Chab, etc. C'est complètement, je veux dire, inopérant, inutile, non rentable et qui ne sert pas les intérêts de l'Algérie, etc. Il faut concentrer véritablement toute cette force. Et l'armée a besoin de son peuple, elle a besoin d'argent, elle a besoin d'intelligence, elle a besoin de formation, elle a besoin de cohésion, elle a besoin d'énormément de moyens pour protéger un pays aussi grand que l'Algérie, qui a des frontières totalement déstabilisées. J'ai pas besoin. Et si vous me permettez, parce que c'est mon dernier mot, je suppose, je reviens à un pacifiste, à un mentor, Mouloud Mamri, qui est visionnaire. Demain, c'est l'anniversaire de son assassinat, parce que pour moi, c'était un assassinat, et pour beaucoup de militants, c'était un assassinat. Quel qu'il soit par rapport à ce qui s'est passé sur la route, ou par rapport tout simplement aux pressions qui étaient exercées sur lui, à la manière d'aller tout seul avec une petite Renault 4 pour aller faire des conférences sur Tamazirt. Et je dis aussi, par rapport à ça, l'Académie berbère qui a été enterrée avec l'arrivée de Tebboune, c'est inacceptable. Elle a été mise en place par je ne sais quel miracle dans les derniers temps de Bouteflika. Il faut qu'elle soit réhabilitée et mise en place. Merci. Voilà, je vous remercie. Merci Hassan Haj. Belhaïd Jamer, le plaisir de l'avoir ce soir avec nous. Quelques mots avant de vous quitter, voilà, vos derniers mots ce soir. Moi, je voudrais juste dire un mot par rapport à Dawla Madaniya Mashi Askaria, mais il ne faut pas oublier la suite, c'est Dawla Qanoun. Parce que si on change un système militaire avec un système civil mi-dictateur, ça veut dire on n'a rien fait. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous remercie pour l'émission. Et on ne va pas s'arrêter avec la Silmiya, avec un combat surtout politique, parce qu'aujourd'hui il reste du politique. J'ai toujours dit que ce n'est pas la masse qui va enlever le système de l'Mouradia, sinon ça sera une guerre civile, mais c'est le politique qui doit combattre le politique. Merci beaucoup. Merci infiniment, en tout cas, vraiment, pour votre fidélité depuis toutes ces années. Belhaïd Jamer, vous faites partie aussi de ces invités qui sont tout le temps présents. Lila Thamensalt, voilà, quelques mots avant de vous dire au revoir ce soir. C'est une des dernières émissions sur cette couverture. Vous avez le plaisir de retrouver Jamel Taleb dans quelques instants, bien évidemment.
Moi, si j'ai un mot à dire, c'est de garder espoir, de continuer vraiment la réflexion surtout. Il ne faut pas se fier aux dires des personnes qui veulent mettre fin à cette mouvance populaire, à ce processus révolutionnaire. Nous n'avons pas échoué, pas du tout. Nous avons beaucoup appris, nous avons avancé ensemble, nous avons construit. Certes, il faudra, comme disait tout à l'heure Hassan et les camarades, nous remettre en question parce que forcément, nous n'avons pas tout juste, nous n'avons pas une notice de militantisme. On n'est pas militant, on le devient. Donc, à travers les échanges, les critiques constructives et les réflexions collégiales, on construit, comme j'avais dit tout à l'heure, une intelligence collective qui fera des revendications du Hirak une réalité d'une Algérie libre, démocratique, où chaque citoyen et citoyenne aura un bon vivre. Il aura une vie à laquelle il aspire sans avoir à penser à s'exiler ou à mettre sa vie en péril dans des barques de fortune pour venir dans l'Eldorado imaginaire. Parce que nous avons cette responsabilité aussi de rendre compte de ce que nous vivons à l'étranger. Ne soyez pas tombés par l'illusion des publicités. La vie est la même partout. Aujourd'hui, les libertés, elles sont partout remises en cause. Donc, luttons pour instaurer la démocratie dans nos propres pays d'abord. Merci à vous. Merci infiniment Lila Tamansour d'avoir été avec nous ce soir aussi fidèle invité. Kamel Mortefi, le challenge, vous avez 45 secondes pour dire un dernier mot. On a eu le plaisir de vous avoir tout le week-end, bien évidemment. Oui, justement, par rapport à ce slogan de Doula Madaniya Macha Askaria, parce qu'il faut le rappeler qu'il est venu après avoir utilisé, par les services, ils ont introduit le Jish Shab Khawa Khawa pour soi-disant préparer le coup d'État. Mais le peuple, quand il a vu que c'est un coup d'État, il a accepté Jish Shab Khawa Khawa. Mais après, il lui a répondu par Doula Madaniya Macha Askaria. C'est que le problème en politique, on le sanctionne par le suffrage universel. Mais on ne peut pas sanctionner notre armée. C'est pour ça qu'elle doit se retirer de la politique, laisser les politiques élus par le peuple se faire sanctionner par le suffrage universel à chaque occasion pour leur demander des comptes voilà, leur demander des comptes. Merci. Merci infiniment, merci Kamel Mortefi, Hassan Hirash, avec nous, Rachid Hassani aussi. On a eu le plaisir d'avoir Abderrahim Moussawel, Lila Tamansour, Jamel Belhaïd. Merci infiniment, merci à toute l'équipe, tous mes collègues, les journalistes qui ont travaillé sur cette couverture. Ce n'est pas terminé dans un instant, bien évidemment. Jamel Din Taleb pour El Oum dans la continuité, bien évidemment. C'est Salim Salhi, autant pour moi, que je vais saluer dans un instant. Et puis, bien évidemment, une pensée à mon ami confrère Jamaldine Benchenouf qui contribue énormément à cette révolution au sein de la chaîne. Merci l'équipe en régie. Bonne soirée à tous. Prenez soin de vous.